À la une ce soir, stop au passage des poids lourds dans le quartier Foyalais de Volga-Plage. Les riverains se sont mobilisés ce matin pour dénoncer l'accroissement du trafic depuis la fermeture de la RN9. Nouvelle mobilisation des contractuels ce matin. Plusieurs services administratifs de la collectivité ont été bloqués. Faute de rencontre avec le président de la CTM, les syndicats prévoient un durcissement du mouvement. La mobilisation se poursuit également au lycée professionnel agricole du Robert. Enseignants et élèves s'étaient donné rendez-vous ce matin. Ils réclament plus de moyens et dénoncent l'état de vétusté des locaux. Les apprentis du CFA de Rivière-Salée ont mis la main à la pâte ce matin sous la houlette de 14 chefs invités pour la semaine créole Food and Rome, un moment d'échange privilégié pour découvrir de différentes façons de cuisiner les produits locaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 8 octobre. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Depuis ce matin, un collectif de riverains de Volga-Plage à Fort-de-France empêche aux camions de traverser leur quartier. Depuis la fermeture provisoire de la RN9 et l'affaissement de la chaussée dans la zone industrielle de la Chambette, les poids lourds empruntent un itinéraire bis passant par Volga. Un balai continu qui inquiète les habitants du quartier. Marie Tricot et Sandrine Claude se sont rendus sur place. Aucun poids lourd ne rentrera désormais dans le quartier. Depuis ce matin, les habitants de Volga déroutent les transporteurs un à un. Près de 2 mois qu'ils subissent les désagréments de ce balai continu. Quand il passe, la structure, la route même, ça vibre beaucoup. Le trafic est trop dense. Même certaines maisons vibrent. Et puis même pour se croiser, le trafic c'est trop intense. Aujourd'hui, le quartier craint pour la solidité de ses infrastructures. En témoigne cette pompe qui draine les eaux de pluie de plusieurs quartiers de Fort-de-France. Le riverain nous assure que la pompe a déjà été endommagée par le passage des camions et la pression exercée sur la chaussée. Quand vous avez des 40 tonnes qui passent sur ça constamment, il s'agit de quoi? Il s'agit de camions qui vont dégrader et détruire cet équipement stratégique qui empêche au quartier de se noyer. Vous allez voir les fissures tout au long de la voie ici. Les voies, toute la tuyauterie, les eaux usées du quartier sont envoyées vers cette canalisation-là. Et vous voyez l'affaissement de la chaussée qui commence comme ça au fur et à mesure tout le long de la voie. Des fissures qui s'étendent en face de ce commerce. Ouvert il y a 1 mois, l'établissement peine à faire le plein de clients. Ses responsables subissent des travaux pour colmater une fuite d'eau, provoquée, ils en sont convaincus, par les camions en transit. C'est les véhicules, les grands véhicules et les camions qui passent qui font qu'il y a un problème dans la chaussée. Et ça, vous voyez bien, la chaussée se trouve là et les fissures arrivent jusqu'ici. Donc vraiment, ça fait vraiment un grand problème en fait. On a surtout peur pour la sécurité des personnes et puis des enfants. Surtout, beaucoup d'enfants qui circulent à vélo et les camionneurs ne portent pas attention à cela. Des nuisances reconnues par la municipalité. Le maire de Fort-de-France a signé un arrêté ce matin pour dévier le trajet des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les camions doivent désormais poursuivre leur route par la pénétrante le long du port. Les voies sur lesquelles ce trafic est censé doit se reporter, ces voies-là ne sont pas configurées de la même manière. L'avenue Victor Lamont ou la route nationale 9, donc la pénétrante est en direction du port, premièrement, vous avez des chaussées qui ont été calibrées d'une certaine manière parce que vous avez un trafic aussi plus important. Et puis, vous avez des habitations qui ne sont pas situées de la même manière en bordure de voie. D'accord? Alors, évidemment, il y a toujours une gêne. Cela dit, vous avez effectivement des inconvénients qui sont moindres. Un autre arrêté municipal a également été pris pour désengorger la cité d'Ilon, victime du même trafic de gros engins. Nouvelle mobilisation des agents contractuels de la CTM. Ce matin, agents et syndicats ont bloqué plusieurs services administratifs de la collectivité, dont l'ancien conseil général situé au centre-ville de Fort-de-France, boulevard Général de Gaulle. Les gréfistes dénoncent toujours la non-reconduction d'une trentaine de contrats dans les établissements scolaires. Ils sont toujours dans l'attente d'une rencontre avec le président de la CTM et ils n'excluent pas de durcir la mobilisation. Voyez les précisions recueillies par Marie Tricot et Sandrine Claude. Quand on a suspendu le mouvement le 20 septembre, nous avions par retour su que certains noms avaient été repris. Il y en avait 7 qui avaient été repris. 7 pour des raisons
Les critères, on ne sait pas lesquels de toute façon, mais bon, on a fait aussi des interventions parce qu'il y avait des situations familiales très sensibles. Donc il y en avait 9. Et depuis le 20 septembre, le nombre de 9 n'a pas bougé. Nous avons appelé à la mobilisation sur un certain nombre de sites, donc le centre administratif qui est à Fort-de-France, l'hôtel de l'Assemblée sur l'avenue des Caraïbes est bloqué, puis des services qui se trouvent à la rue Victor Hugo ont été bloqués. Donc en espérant que cette nouvelle mobilisation va permettre que cette réunion qu'on appelle de nos voeux depuis combien de temps se tienne, parce qu'il est quand même inadmissible qu'un employeur public ne rencontre pas son personnel. Enseignants et élèves du lycée agricole du Robert unis ce matin pour dénoncer le manque de moyens et la vétusté des locaux. Ensemble, ils ont défilé dans les rues de la commune. Reportage de José Le Chertier. On veut l'égalité! On veut l'égalité! On veut l'égalité! Enseignants, élèves, personnel éducatif, c'est ensemble que la communauté scolaire du lycée du Robert défile vers le bourg, 3 km à pied, pour réclamer de meilleures conditions de travail. Comme vous le voyez, mon panneau résume tout, 0 projet, 0 activité, 0 sortie pédagogique. Donc nos élèves n'ont aucune chance de réussir sans moyens. Donc là, nous demandons des moyens pour travailler et emmener nos élèves à la réussite. Là, ça va nous permettre d'avoir les moyens de continuer notre année scolaire. Et le fait de marcher 3 km, ça te fait rien? Ben non, on a l'habitude. Dans le cortège également, des parents d'élèves. Eux aussi sont témoins des difficultés que rencontrent leurs enfants scolarisés dans l'établissement. J'ai mon fils qui est en BTS première année et tous les jours il dit papa on ne peut rien faire, on perd du temps lorsqu'on va au PAM, on n'a pas le temps de travailler et ça a de très fortes répercussions sur les examens, sur les cours, tout. Ma fille a été bloquée dans les toilettes. Et heureusement qu'elle avait son portable sur elle pour pouvoir appeler quelqu'un dans sa classe pour pouvoir venir la débloquer. Ça, je trouve que c'est admissible qu'un lycée qui n'a pas de moyens pour aider les élèves, pour que les élèves soient bien dans leur classe. Depuis la rentrée, un vent de protestation souffle au lycée professionnel agricole. L'établissement et ses quelques 250 élèves dépendent de la direction de l'agriculture pour l'enseignement agricole et aussi de la CTM au titre de la formation professionnelle. Les enseignants ont le sentiment de ne pas être entendus. On a compris qu'il y a un problème de communication entre les différentes parties, entre les décideurs. Nous ne faisons pas de politique, nous sommes enseignants, nous demandons des moyens pour permettre à nos élèves de réussir, des moyens pour permettre aux enfants martiniquais de réussir. Nous avons des classes de la 3e au BTS, donc nous avons le brevet, le bac et le BTS, donc il faut que nos élèves réussissent cette année. Qu'est-ce qui bloque? On ne sait pas. C'est à eux de venir à nous pour nous dire ce qui bloque. Voilà, parce que nous, on veut la réussite des jeunes, les jeunes veulent réussir, ils veulent avoir leur diplôme. Donc ce serait bien qu'on nous dise ce qui bloque en fait et nous donner les solutions, les moyens pour avancer. J'espère que cette marche et cette mobilisation va nous faire avancer un peu plus parce qu'il y a quand même certaines personnes qui ont des examens cette année. Comme moi par exemple, je suis en première BIT, j'ai quand même mon examen, j'ai besoin d'avoir la cuisine pédagogique. Donc je souhaitais que ça avance un peu plus vite. La mobilisation se poursuit demain. Les enseignants vont faire valoir leur droit de retrait dans l'attente d'informations, notamment sur la situation financière du lycée et de réponses des autorités de tutelle. Social toujours, une partie du personnel du centre hospitalier du Marin est mobilisée depuis ce matin. Il dénonce un dysfonctionnement au niveau des ressources humaines et un manque de communication claire avec la direction. La CDMT Santé pointe également des inégalités de traitement entre les fonctionnaires et les contractuels, une situation qui provoquerait des tensions dans les équipes. En début de matinée, une délégation a été reçue par la directrice qui s'est engagée à transmettre certains documents avant demain. La CDMT Santé a malgré tout décidé la reconduction du mouvement. Vive émotion maintenant cet après-midi à Rivière-Pilote pour les obsèques du petit Mehdi décédé tragiquement vendredi dernier. Ils ont été célébrés dans l'église du bourg en présence de la famille, d'amis, de voisins et d'habitants de la commune. Les proches avaient appelé la population à s'habiller en blanc pour rendre hommage au jeune Mehdi. Regardez ces réactions recueillies par Marie Tricot et Sandrine Claude. C'est ma collègue déjà, l'enfant de ma collègue, et je pense que c'est tout ce que je pouvais faire, venir assister et puis l'encourager
Il n'y a pas de mots parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas et un bout de chou qui commence à vivre, on va dire. Voilà, qui découvre la vie et puis voilà, il n'y a pas de mots. J'ai des enfants aussi, hein. J'ai des petits-enfants. Arrière petits-enfants. C'est dur pour elle, c'est dur pour la famille, c'est dur pour nous, c'est dur pour tout le monde. On tenait à partager ce moment, cette douloureuse épreuve avec elle, mais je vous assure que ce n'est pas évident. Le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer achève une tournée de quelques jours en Martinique dans un contexte d'annonces gouvernementales qui ne sont pas sans impact pour le monde économique. Quelle analyse et quels leviers d'action seront mis en œuvre? Jean-Pierre Philibert, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel bilan tirez-vous du passage du président Emmanuel Macron aux Antilles ? Écoutez, il a fait peu d'annonces économiques, finalement, en dehors de la confirmation de la baisse de l'abattement à l'impôt sur le revenu. Il a un peu stigmatisé des lenteurs à réformer dans un certain nombre de domaines. Pour nous, ce qui était le plus important, c'est les annonces qu'avait fait quelques jours avant sa ministre lors de notre conseil d'administration, où elle a détaillé ce que seraient les régimes d'aide pour les entreprises, exonération de charges, défiscalisation, etc. Alors, et là aussi, donc, la FEDOM réagit comment par rapport à ces annonces de la ministre ? Alors, si j'étais normand, ce que je ne suis pas, je dirais il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, il y a du bon dans un certain nombre de domaines. Il y a des secteurs, notamment de l'industrie, l'agronutrition, l'agriculture, le tourisme, le BTP, qui vont avoir des exonérations de charges, en tout cas pour les salaires plus bas, supérieurs à ce qu'elles avaient auparavant. Mais nous avons besoin avant tout, par rapport aux chiffres qui nous ont été donnés, de les vérifier. Alors, non pas que nous ne faisons pas confiance, mais enfin, la confiance commence aussi à peut-être s'assurer qu'on vous dit bien la vérité. Donc on a demandé une étude complémentaire à un grand cabinet international pour vérifier si le compte y est. Ensuite, le débat parlementaire va permettre de clarifier un certain nombre de choses. Nous avons fait auprès de tous les parlementaires, nous leur avons dit les points qui nous paraissaient aller et ne pas aller. Nous l'avons dit au gouvernement, nous sommes dans ce débat aujourd'hui qui doit améliorer sensiblement la copie budgétaire du gouvernement. Alors justement, une des questions au centre des préoccupations, comme vous le disiez, l'abattement, la suspension fiscale pour les contribuables. Quel regard vous avez dessus ? Vous savez, il faut savoir pourquoi cet abattement à l'impôt sur le revenu avait été fait. Il a été fait comme, en son temps et un peu avant, les dispositions concernant la surrémunération des fonctionnaires, c'était pour permettre de lutter en partie contre la vie chère. Il y a deux façons de lutter contre la vie chère, soit en permettant de baisser les prix, ce sont les négociations sur le bouclier qualité-prix sur un certain nombre de produits de première nécessité, et puis il y a le deuxième moyen, plus dynamique, et peut-être d'augmenter les revenus, ou de permettre en tout cas de pouvoir consommer en évitant de tout donner à l'État au titre des impôts. Ce que nous regrettons dans cette disposition, c'est qu'elle n'a pas été concertée. Jamais, dans tous les débats, on nous a dit qu'on allait baisser ce qu'on appelle la réfaction, en tout cas l'abattement à l'IR. C'est un peu dommage parce que, dans le même temps, on nous dit qu'on va redonner cet argent aux territoires d'outre-mer. Mais voilà, ça aurait mérité qu'on en parle, ça aurait mérité d'être concerté, et je sais que ça irrite beaucoup les personnes concernées. Parce que là non plus, on n'est pas très clair sur ce qui va être reversé aux Outre-mer. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est d'ailleurs globalement une de nos critiques que nous faisons à ce budget. Nous partons, pour être très clair et pas compliquer les choses, nous avions des dispositifs qui étaient ancrés dans le temps depuis des années et des années. L'abattement, ce n'est pas nouveau, ça date de plus de 20 ans. Donc on savait qu'on avait cet abattement. On nous dit qu'on va le remplacer par des dispositions d'intervention budgétaire. Mais par définition, elles sont votées pour un an. L'année suivante, soit on les maintient, soit on les corrige. Et il y a souvent un maître mot qu'on a souvent entendu outre-mer, on les rabote, parfois. Donc rien ne nous dit que l'année prochaine, la compensation de cet abattement à l'impôt sur le revenu sera toujours effectivement du même montant qu'il est prévu cette année. Alors, info ou intox, la suppression de l'octroi de mer. Alors, sujet compliqué en 30 secondes. Info,
la Cour de cassation a soumis au Conseil constitutionnel la question de savoir si l'octroi de mer était constitutionnel ou pas. Très clairement, est-ce qu'aujourd'hui, ce dispositif qui permet à la production locale, qui permet aux gens qui entreprennent, qui produisent en Martinique, de bénéficier de taux inférieurs, est-ce que ce dispositif est une rupture ou pas du principe d'égalité? La Cour de cassation ne peut pas s'engager, c'est le Conseil qui va le faire. Je suis optimiste parce que l'octroi de mer, c'est une disposition qui a été validée par Bruxelles et que dans ce pays, il y a une sorte de hiérarchie, vous savez, des traités, et que le traité européen est supérieur, si j'ose dire, à la loi française. Donc j'espère que ce sera une fausse alerte, mais effectivement, l'info, c'est bien que le Conseil constitutionnel est saisi. Est-ce que tout ça ne pèse pas sur le moral de nos chefs d'entreprise? Comment vous le sentez, le moral de nos chefs d'entreprise? Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur le moral des chefs d'entreprise et on pourrait en parler pendant des heures. Mais le chef d'entreprise, c'est avant tout quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui entreprend. S'il n'avait pas la volonté chevillée au corps d'entreprendre et de croire que demain, sur un projet qu'il a, on peut créer des richesses partagées avec les salariés, etc., il ne serait pas chef d'entreprise. Mais c'est vrai que les chefs d'entreprise, il y a un mot qu'ils aiment beaucoup, mais je crois que tout le monde l'aime ce mot, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'on est dans le temps des dispositifs dont on sait que... Et là, on l'a, cette visibilité. Elle est un peu floue. À partir du moment où on vous dit que l'octroi de mer, même si, encore une fois, je ne suis pas très inquiet, mais qu'on va soumettre au Conseil constitutionnel, pendant les 2 mois avant la décision du Conseil constitutionnel, ça va en tout cas faire le buzz, ou en tout cas faire le buzz économique. En tout cas, on va en parler. Donc, ce qu'on demande souvent à nos gouvernants, c'est de dire qu'il nous faut des politiques qui s'inscrivent dans la durée. Et c'est comme ça, quand vous êtes chef d'entreprise, si on change la règle du jeu, mais je vais prendre un autre exemple, c'est comme si vous jouez au football et qu'on vous dise tous les ans, cette année, on va jouer à 13 joueurs, l'année prochaine à 9, et puis on aura un ballon qui n'aura pas la même taille et on va changer la règle. Non. En sport comme ailleurs, comme en économie, il faut que la règle soit dans le temps et qu'elle soit qu'on ait un peu de visibilité. C'est un mot que j'aime beaucoup. Dans l'Hexagone, la FEDOM joue un rôle de lobby pour défendre, bien évidemment, les entreprises d'outre-mer. Quels sont les grands dossiers qui sont en cours? Alors, il y a les dossiers techniques, naturellement. On a parlé des lois de finances, on a parlé des exonérations de charges, loi de financement de la sécurité sociale. Il y a surtout des dossiers qui émergent. Je pense à la biodiversité, je pense à la croissance bleue, l'économie de la mer, etc. Donc c'est notre rôle de les porter. Mais peut-être notre mission la plus importante, elle n'est pas là. Notre mission la plus importante, et on la partage avec beaucoup d'ultramarins, y compris en métropole, c'est que la métropole comprenne un peu mieux ses outre-mer. Vous savez, aujourd'hui, on est encore, et vous seriez, enfin vous savez, vous êtes journaliste, mais parfois surpris quand vous posez la question, y compris à des responsables politiques, de leur dire, mais qu'est-ce que l'outre-mer pour vous? Qu'on sorte des slogans. On a souvent entendu dire l'outre-mer est une chance pour la France. Ah bon? Et comment on la saisit, cette chance? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je constate qu'année après année, beaucoup de nos jeunes les mieux formés partent de nos territoires parce qu'on n'a pas su créer. Alors, on a aussi notre part de responsabilité, mais globalement, avec les pouvoirs publics, des territoires qui devraient être des territoires extraordinairement dynamiques. On est au contact, on a comme voisins tous les pays de type équatorial, tropical, etc., qui n'ont pas nos technologies, qui n'ont pas nos savoir-faire. Pourquoi on ne crée pas des filières d'excellence en Outre-mer? Pourquoi le gouvernement ne nous accompagne pas plus qu'il ne le fait? Vous ne vous sentez pas assez soutenu? On ne se sent pas assez connu et reconnu. Assez connu et reconnu. Alors on parle de nos Outre-mer, oui, de nos sportifs, quand il y a des Jeux Olympiques, quand il y a la Coupe du Monde de football, où on dit voilà, un tel, un tel, un tel, un tel. Très bien. Moi je voudrais qu'on parle des jeunes qui sont des champions de l'entrepreneuriat. Des jeunes qui ont des projets, j'en rencontre souvent en Martinique, qui se battent parce qu'ils croient, parce qu'ils ont envie d'un projet pour leur territoire, ils ont envie de rester dans leur territoire, d'entreprendre, de créer des emplois. Je voudrais que ce soit ces exemples-là aussi qu'on mette en avant et qu'on sorte des images d'Épinal trop souvent de nos outre-mer. Ça fait longtemps qu'on se bat pour changer cette image. Pourquoi, selon vous, les choses ne changent pas? Je ne suis pas sûr que je suis celui à qui il faudrait poser la question, parce que j'essaie modestement à notre niveau de faire bouger les choses. Alors, ça bouge un peu. Il y a 2 ans, on a voté une loi pour l'égalité réelle économique outre-mer, ce qui n'était pas rien. Vous savez, les jeunes y parlaient tout à l'heure dans votre reportage d'égalité.
Oui, c'était pas rien. Depuis la départementalisation de 1947, on n'avait pas fait grand-chose. On avait des politiques, clairement, mais pas vraiment cette espèce de visibilité, j'aimerais condamner. Alors, c'est un travail de très longue haleine. Je crois que tout le monde doit prendre sa part, les chefs d'entreprise, bien entendu, les milieux culturels également. On travaille beaucoup avec le CREFOM. Le CREFOM, c'est une magnifique institution, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, qui est présidé par un grand comédien qui s'appelle Jean-Michel Martial. Puis vous y retrouvez Firmin Richard, Greg Germain, etc. Ce ne sont pas du tout des gens qui sont dans nos problématiques. La culture, le culturel et l'économique, en général, ne se parlent pas. Eh bien si, on travaille ensemble, on les héberge même, on travaille ensemble pour une cause qui est celle de parler autrement des Outre-mer. Et c'est ça qui fera bouger les choses. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Cours de cuisine maintenant avec de grands chefs ce matin pour les apprentis du CFA de Rivière-Salée. Les élèves ont savouré ce moment riche en enseignement. Dans les assiettes, ils ont pu découvrir de nouvelles associations de goût avec des produits locaux. Petit tour gourmand dans les cuisines avec José Lechertier. Stevie est en deuxième année de BTM pâtissier au CFA de Rivière-Salée. Aujourd'hui, elle se lance un nouveau défi, proposer au chef un dessert local ambitieusement baptisé balai créole. J'ai utilisé les produits justement de notre tiroir. La noix de coco qui est souvent utilisée ici, je l'ai revalorisée. J'ai fait une délicieuse bavaroise à la noix de coco avec beaucoup de zeste de citron, agrémentée avec une compotée d'ananas au grand arôme. J'ai fait un chocolat croustillant blanc avec des zestes de citron. Sa préparation demande une certaine technique et beaucoup de patience. Entre chaque pause, elle n'hésite pas à recueillir les précieux conseils des maîtres. Je trouve ça très bien en fait parce qu'il met en avant les produits d'ici. Là, il m'a dit justement qu'il va travailler avec la Corosol et je vais voir ce que ça donne tout à l'heure. Du Corosol, mais pas que. Pour Saverine Jadet Créole, ce chef pâtissier chocolatier marie une autre saveur bien de chez nous. Vous savez, le chocolat, c'est comme les rhums de chez nous. On a un grand terroir de rhum et en fait, il faut trouver la meilleure molécule aromatique qui va se marier avec le Corosol. Et c'est ça aussi le challenge. Et on a décelé dans Givara qu'ils avaient une note acidulée qui pourrait se marier bien avec le Corosol. Il y a bien 12 ans. D'accord. Alors, une fois la recette transmise, les deux apprentis poursuivent. Le secret, concentration et précision. J'avais jamais fait de verrine, donc oui, forcément. Je suis heureuse parce que j'ai pas l'occasion de faire ça en entreprise. Donc ça m'apprend beaucoup plus de choses que d'habitude. Et heureuse. Ici, Davy revisite une recette héritée de sa grand-mère, le blaf de Titiri. Je vais le mettre dans un cadre, le blaf, et en fait, il sera gélifié. Donc voilà, ce sera ça la différence. Donc en fait, ce sera un petit cube. On va avoir les titiris en bas, on va avoir un petit morceau de banane jaune qu'on retrouve dans le blaf, un petit crémeux de piment végétarien, et après la fine gelée du jus de blaf. De quoi ravir les papilles des convives qui participent au cocktail ce soir. Demain, l'équipe partira sur les routes du Rhum martiniquais. L'occasion de vous souhaiter un très bon appétit si vous passez à table. Information utile maintenant avant de refermer ce journal pour tous ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné demain à la cité scolaire du lycée de Trinité de 8h à 13h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Stop au passage des poids lourds dans le quartier Foyalet de Volga-Plage. Les riverains se sont mobilisés ce matin pour dénoncer l'accroissement du trafic depuis la fermeture de la RN9. Nouvelle mobilisation des contractuels ce matin. Plusieurs services administratifs de la collectivité ont été bloqués. Faute de rencontre avec le président de la CTM, les syndicats prévoient un durcissement du mouvement. La mobilisation se poursuit également au lycée professionnel agricole du Robert. Enseignants et élèves s'étaient donné rendez-vous ce matin. Ils réclament plus de moyens et dénoncent l'état de vétusté des locaux.
Les apprentis du CFA de Rivière-Salée ont mis la main à la pâte ce matin sous la houlette de 14 chefs invités pour la semaine créole Food and Rome, un moment d'échange privilégié pour découvrir de nouvelles façons de cuisiner les produits locaux. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. Je vous laisse avec nos confrères de BFM TV pour un point complet sur l'actualité nationale et internationale. À 20h, votre magazine de société Zone Interdite. Le thème abordé ce soir, maison de retraite, maintien à domicile, scandale des personnes âgées maltraitées. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès demain 18h50 pour les titres. Je vous souhaite une bonne soirée.